Adam Bloss presents. And so one of the things that I believe Twitter should do is open source the algorithm. Son intention de faire payer un abonnement mensuel, la suspension de comptes moqueurs vis-à-vis de lui, et après avoir licencié la moitié des salariés du réseau social en quelques jours, 3700 au total. Elon Musk est un mégalomane, un milliardaire inutile, un parasite suprême. Voilà une partie des mots doux projetés par des employés de Twitter sur la façade du siège de l'entreprise à Los Angeles. Du coup, beaucoup d'utilisateurs pensent quitter le réseau. Une situation qui a d'ailleurs l'air de faire rire Elon Musk puisqu'il a tweeté ceci. Vous le savez, l'entrepreneur milliardaire, ex-homme le plus riche du monde, Elon Musk, a racheté Twitter en octobre dernier. Pour bien comprendre les implications derrière ce rachat et les problèmes qu'il pose, il faut un peu de contexte. Elon Musk est donc l'entrepreneur, impliqué notamment dans le succès de PayPal, Tesla et les voitures électriques, ou encore l'entreprise d'aérospatiale SpaceX. Il fait partie depuis longtemps des utilisateurs les plus actifs de la plateforme. Il en profite pour faire des annonces sur ses entreprises ou donner son avis sur des sujets de société comme la crypto-monnaie par exemple. En tant que PDG de Tesla, il avait annoncé envisager retirer l'entreprise de la bourse, ce qui avait provoqué un bond de 11% de l'action et qui avait conduit à des accusations de manipulation boursière. C'est donc un réseau social qu'il affectionne beaucoup et qu'il maîtrise parfaitement. Mais, en tant qu'adepte du mouvement libertaire, qui prône donc la liberté individuelle quasi infinie, Elon Musk s'est toujours plaint des problématiques et du manque de liberté d'expression sur la plateforme de l'oiseau bleu. Considérant de manière plus ou moins explicite les dirigeants de Twitter comme des progressistes de gauche dits woke, il a donc commencé à soulever l'idée de racheter le réseau afin de lui rendre sa liberté d'expression, et ce dès 2017. Mais c'est à partir du 31 janvier 2022, donc il y a tout pile un an, qu'il commence véritablement à acheter des actions de l'entreprise, acquérant environ 9% des parts en mars et devenant ainsi l'actionnaire majoritaire. Dans un premier temps, Elon refuse d'intégrer le conseil d'administration, puis en avril, il fait parvenir une offre pour racheter entièrement l'entreprise pour 43 milliards de dollars. Donc 54,20 $ par action. Et oui, c'est probablement en référence à 420 qu'il a consciemment choisi ce chiffre. Il l'avait déjà fait pour une autre action en bourse. Il faut se rendre compte que cette offre est énorme, et on verra pourquoi. Les dirigeants de Twitter se trouvent quasiment dans l'obligation d'accepter tellement c'est inespéré. Et Elon Musk s'en est sûrement rendu compte un peu tard. En mai, il essaye de faire volte-face et annonce se retirer de la transaction, prétextant une sous-estimation du nombre de bots et de faux comptes, changeant la valeur de l'entreprise. Je vous passe toute la bataille juridique qui en a suivi, car Elon était déjà engagé dans le processus de rachat, donc Twitter voulait pas lâcher l'affaire, et on se retrouve en octobre 2022. L'entrepreneur australien est obligé de conclure la transaction et se retrouve propriétaire de l'application, ce qu'il annonce via un tweet affirmant qu'il a libéré l'oiseau par rapport à Twitter. Et c'est là que les problèmes commencent vraiment pour Elon Musk. Et aussi pour Twitter. Parce que s'il avait d'abord évoqué sa volonté de rendre l'algorithme open source, qui est, je trouve, une excellente initiative, ou encore la nécessité de se débarrasser des bots, il s'est très vite confronté à une autre problématique. Twitter, un des réseaux sociaux les plus populaires de la planète, est à peine rentable. L'entreprise n'a pas réalisé de profit depuis 2019, et même avant, les profits étaient rares et très faibles. Sauf qu'Elon Musk vient de dépenser 44 milliards de dollars en empruntant une grande partie et ne peut donc se permettre de rester avec une structure qui rapporte aussi peu. Et quoi de mieux pour faire des économies que de se débarrasser des salaires ? 5000 des 7500 salariés de Twitter aux États-Unis ont été licenciés. Et c'est un phénomène qui touche l'ensemble du milieu de la tech, puisque c'est 120 000 salariés du secteur qui auraient perdu leur emploi en 2022. Toujours dans cette perspective de profit, le nouveau PDG va mettre en avant le programme Twitter Blue, qui est un peu l'équivalent de YouTube Premium. À savoir un abonnement pour environ 8 € par mois qui permet l'accès à certaines fonctionnalités, comme la modification de tweets peu après leur publication, ou encore la diminution du nombre de publicités sur la page d'accueil. Elon Musk décide aussi d'accoler le badge bleu, la certification officielle pour les comptes reconnue à cet abonnement. Ce qui est, pour des raisons évidentes, une idée catastrophique sur laquelle il est obligé de revenir très rapidement sous la pression des annonceurs qui se font usurper leur identité. Il met donc en place un système avec différentes couleurs et essaye de sauver les meubles comme il peut.
Dans la série des réformes pour essayer de gagner de l'argent, mais un peu inutile, il y a l'apparition du nombre de vues sur les tweets. En fait, ça correspond bêtement au nombre d'impressions qui existe déjà et est accessible depuis longtemps par les utilisateurs pour leurs tweets, mais qui est rendu public, offrant un chiffre confus dans une présentation qui est en train d'être vue. On peut se demander si le but n'est pas de séduire des marques en leur montrant que même si leurs tweets ne génèrent pas beaucoup d'engagement, ils ont quand même une visibilité importante. Et Elon ne semble pas s'arrêter en si bon chemin. Il ne cesse de faire des sondages pour prendre des décisions, comme rétablir le compte de Donald Trump ou d'autres personnes qui avaient tenu des propos problématiques. Un sondage le poussant à quitter son poste a même été réalisé et il serait à la recherche d'un successeur puisqu'il l'a perdu. Dans le même temps, les annonceurs ne sont pas spécialement rassurés par tous ces mouvements. La liberté d'expression ne semble pas avoir été rétablie et on a même pu assister à une tentative d'exode massif vers Mastodon, une plateforme concurrente et indépendante, mais qui reste à relativiser, car cette dernière voit une érosion massive de ses utilisateurs actifs ces dernières semaines. Et d'ailleurs, au-delà des problématiques qu'Elon Musk pose pour ses positions politiques sur lesquelles on ne reviendra pas, pour ce qui est des nouvelles fonctionnalités qu'il tente toujours d'ajouter, qui sont plus ou moins bien, c'est quelque chose qui est en fait assez courant dans les réseaux sociaux. C'est un processus qui s'appelle l'A/B testing, c'est-à-dire que le réseau social va proposer des nouvelles fonctionnalités uniquement à certains utilisateurs et des résultats qui vont en découler, c'est-à-dire ils vont regarder si les utilisateurs qui ont ces nouvelles fonctionnalités vont plus souvent sur le réseau, utilisent particulièrement ces nouvelles fonctionnalités, pourquoi ils les utilisent, et ensuite souvent ils les généralisent, et en fait c'est exactement ce qu'il fait, notamment avec Twitter Blue sur la fonction d'éditer les tweets et ce genre de choses qui existent encore une fois aussi sur YouTube, sur Instagram. Et sur ce qui est purement des nouvelles fonctionnalités de la plateforme, c'est pas si étonnant que ça pour le coup. Elon Musk fait donc face à de nombreuses problématiques sur tous les terrains, mais surtout, il doit affronter la plus grande d'entre elles, la défiance populaire. L'expérience moyenne d'un usager de Twitter n'a pas énormément changé depuis octobre et son arrivée à la tête de la plateforme. Cependant, ce qui risque de détruire Twitter et même la plupart des réseaux sociaux à terme, c'est l'opinion que le public en a, et notamment vis-à-vis de leur patron. Aucun cas ne semble mieux illustrer ce phénomène que celui de Musk et de Twitter. Et pour bien comprendre comment l'arrivée d'Elon Musk a détruit la réputation de Twitter, il faut élargir la focale et s'intéresser au mythe des entrepreneurs de la Silicon Valley. Vous allez voir, parfois on va un peu s'écarter de la plateforme en elle-même, mais pour moi, il s'agit véritablement d'un point essentiel. Depuis l'explosion du numérique, l'arrivée des ordinateurs personnels et la massification du web, on a vu des figures s'ériger en quasi-prophètes démiurgiques. Steve Jobs et Bill Gates ont montré la voie à tout un tas d'entrepreneurs venus révolutionner notre manière de vivre et rencontrant un succès phénoménal. Elon Musk fait complètement partie de ses héritiers. Et il en est peut-être le meilleur exemple. On se souvient du mème qui avait pas mal tourné d'une vidéo de présentation de lui qui était utilisée pour montrer à quel point on était ingénieux. Que ce soit sous les noms anglais de Tech Guru, Global Thinker, Tech Billionaires ou des entrepreneurs de la Silicon Valley, ce mythe s'est fait une place privilégiée dans l'imaginaire collectif et l'espace médiatique. L'excellent article universitaire « Les dealers de rêve de la Silicon Valley » revient sur la prédiction du philosophe Jean Baudrillard, dont on a déjà parlé, qui dès les années 80 parlait des États-Unis et y voyait, je cite, « une génération parfaitement recentrée, amoureuse des affaires, moins pour le profit ou le prestige, que comme une sorte de performance et de démonstration technique. » Une étude des profils de ces individus, intitulée « Les influenceurs de la Silicon Valley, entreprendre, promouvoir et guider la révolution numérique » par Olivier Alexandre et Samuel Coivou, souligne que ces derniers ont parfois un niveau de visibilité en ligne comparable à celui d'un chef d'État d'un pays de l'Union européenne. Lorsqu'il était l'homme le plus riche du monde, qu'il détenait Twitter, SpaceX et Tesla, Elon Musk avait un pouvoir d'influence et matériel comparable à un chef d'État. Preuve, le commissaire européen, Thierry Breton, a dû se fendre d'un tweet pour signifier que le réseau social de l'oiseau bleu, donc Twitter, devrait se plier aux règles de l'Union européenne, montrant bien qu'il existe un bras de fer qui s'amorce entre une coalition de plusieurs dizaines de pays et des entreprises privées portées par ces hommes qui paraissent tout puissants. Cela s'explique par le pouvoir réel, vu le temps que nous passons sur Facebook et Twitter, vu l'importance des informations transmises et récoltées par Google, mais pas que. Aujourd'hui, de nombreux spécialistes pointent du doigt le pouvoir et la place prise par ce qui est appelé les GAFAM et les hommes et femmes à leur tête. Il s'agit aussi d'un pouvoir d'influence qui passe donc par la construction d'un mythe, d'une légende, d'une mise en récit. La mise en récit passe d'abord par les acteurs eux-mêmes. L'étude sur ces derniers que j'ai mentionné plus tôt relève 3 dimensions omniprésentes dans leur discours public. Un cadre temporel orienté vers le futur, un discours universalisant
et une parole positive. Ça rejoint un peu le concept de technosolutionnisme, à savoir l'idée selon laquelle la technologie serait capable de réparer les erreurs humaines, notamment en matière de réchauffement climatique. C'est exactement le discours que porte Elon Musk, qui prétend pouvoir sauver la planète avec ses voitures électriques Tesla, sauver l'humanité par la conquête de Mars de SpaceX et sauver la démocratie avec Twitter. Ces propos et ces idées sont ensuite repris par les médias et les individus et vont constituer ce qu'Emmanuel Souchier et Yves Jeanneret appellent dans un autre article les discours d'escorte. Ils expliquent alors que les objets ne valent pas en soi et pour soi. Ils ont besoin d'être chargés de valeur. Ces objets, réels ou fantomatiques, sont escortés par tout un discours valorisant qui annonce une nouvelle ère médiatique. Discours et objets sont ainsi relayés par les circuits les plus classiques de la communication. Ça vaut pour Twitter, qui a été vendu comme une agora en ligne, un lieu de débat à ciel ouvert. Mais ça vaut aussi pour Elon Musk. Sur Netflix est disponible un documentaire sobrement intitulé Elon Musk, l'Iron Man de la vraie vie. Si son contenu n'a vraiment aucun intérêt particulier, il met en évidence la construction de la figure d'Elon comme un entrepreneur courageux, travailleur visionnaire et porté sur le progrès collectif. Bon, et d'ailleurs, si jamais ce film s'appelle le Iron Man de la vraie vie, ça a quand même une vraie source d'inspiration, c'est qu'en fait, le scénariste des films, et je précise bien des films Iron Man, a admis qu'Elon Musk avait fait partie des personnalités dont il s'était inspiré pour Tony Stark. Je suis pas sûr que ça soit une très bonne nouvelle, vu que Tony Stark est quand même vachement antipathique, surtout dans les premiers films, mais évidemment, de toute façon, le personnage d'Iron Man existait déjà dans les comics et était plutôt, lui, inspiré de Howard Hughes. Il est vraiment intéressant ce docu, il est vraiment pas très bien, parce qu'en fait, il n'y a que des proches d'Elon Musk qui passent leur temps à dire à quel point c'est un homme génial, c'est un génie, il est exceptionnel, il travaille beaucoup, et voilà. Mais il est intéressant pour comprendre cette construction du mythe, comment s'est construit ce mythe autour d'Elon Musk. Pour ceux qui ne pourraient pas comprendre pourquoi il y a des gens qui l'admirent, n'hésitez pas à regarder ce documentaire, c'est assez éclairant. Le problème, c'est que cette image positive, dont il bénéficiait lui, ainsi que la plupart des autres entrepreneurs de la Silicon Valley, a commencé à s'effriter. Si Elizabeth Holmes a été désignée comme un vilain petit canard après son immense fraude concernant sa start-up Theranos, qui avait menti durant des années sur le fait de pouvoir détecter les maladies, donc sur un système de santé, et qui s'est retrouvé même en prison à cause de ça, les échecs ont commencé à se faire de plus en plus retentissants. On peut aussi citer Sam Bankman-Fried, qui avait monté la plateforme de transaction de crypto FTX, qui a fait faillite et qui l'a conduit en prison puisque c'était quasiment une pyramide de Ponzi. Marketing Mania offre un point de vue extrêmement révélateur à ce sujet lorsqu'il explique le premier entretien avec des investisseurs de ce dernier. Et ça change complètement l'interprétation de cette anecdote. C'est pas que les questions de Sequoia sont tellement faciles pour lui qu'il peut se permettre de faire autre chose à côté. Il ne peut juste pas s'en empêcher. Il est incapable de faire une seule chose à la fois. Donc le mec n'est pas du tout en contrôle de son propre cerveau. Même Mark Zuckerberg a dû lâcher ses claquettes pour un costume au moment de faire face au Sénat, puis aux investisseurs de Meta, mécontents de l'échec et du gouffre financier que représente le métaverse. On voit d'ailleurs de plus en plus d'articles journalistiques être produits sur le sujet. Le Monde et le New York Times ont notamment titré qu'il était temps pour les entrepreneurs de la Silicon Valley de mettre un costume. Mais ce renversement de la vision de l'opinion publique se remarque également dans les productions culturelles. Dès 2010, The Social Network mettait en évidence l'aspect équivoque de Mark Zuckerberg et aussi de Sean Parker, et par corollaire de la figure de l'entrepreneur dans son garage qui crée une entreprise valorisée des milliards d'euros. Cependant, ça va plus loin. Ces milliardaires de la tech sont désormais les méchants ou des figures peu recommandables de notre imaginaire collectif. Don't Look Up et Glass Onion, sortis respectivement en 2020 et 2022, nous donnent à voir tous les deux une parodie d'Elon Musk à peine dissimulée qui n'est pas montrée à son avantage, bien au contraire. Incompétent, voire même dangereux par l'aveuglement de leur démarche, la persuasion d'être tout-puissants et surtout l'effet hypnotique qu'ils exercent sur les personnes qui les entourent. Si les nerds étaient les outsiders des années 90, puis les héros des années 2000, ils sont définitivement les méchants des années 2020. Ainsi, quand Elon Musk rachète Twitter, l'opinion publique n'y voit pas une aubaine et l'arrivée d'un entrepreneur de génie à la tête d'une plateforme opérant pour le bien de tous. Elle y voit une figure controversée, démystifiée, dont le récit héroïque a été déconstruit depuis plusieurs années, qui fait main basse grâce à sa richesse quasi indécente sur un organe bancal mettant à mal de nombreux débats démocratiques occidentaux. Son aura, sa success story se sont évaporés. Et ajoutez à cela la défiance grandissante envers les plateformes numériques et vous comprendrez pourquoi le mariage entre Elon Musk et Twitter ne pouvait qu'aboutir à un échec,
au moins dans un premier temps. Twitter a vu une hausse des messages à caractère raciste, un retrait des annonceurs et des utilisateurs, et Elon Musk a battu le record du monde de perte d'argent entre 2021 et janvier 2023 de plus de 100 milliards de dollars, en partie à cause de ce rachat. Pour moi, c'est donc moins les changements apportés à la plateforme qui posent problème que la simple figure d'Elon Musk, qui subit la mort du mythe des entrepreneurs de la Silicon Valley. Et je trouve que ce qui se passe ces derniers temps est finalement assez révélateur de sur quoi repose le système des startups et de la Silicon Valley, et que ça repose avant tout sur du marketing, de la communication et de l'image, et moins finalement sur de l'innovation technologique comme on a voulu nous le faire croire. Il y a de l'innovation technologique, c'est important, mais finalement on voit que l'image est par-dessus tout, et la preuve, dès que l'image de ces entreprises est attaquée, elle s'effondre quasiment. Enfin, je veux dire, évidemment qu'Elon Musk a de vrais mérites et a réussi de vraies choses avec SpaceX, avec PayPal, avec Tesla et même peut-être avec Twitter dans les prochains mois. Mais la réalité, c'est que ses exploits sont toujours moins importants que le récit qui en a été fait. Et une fois que ce récit est déconstruit, une fois que ce récit se retourne contre la personne concernée ou l'entreprise concernée, on se rend compte qu'en fait, les bases sont assez peu solides. Instagram n'est pas épargné non plus par les mauvais choix dans la gestion du réseau social. D'ailleurs, ils sont sur le point de retirer l'onglet boutique qui avait ironiquement remplacé le bouton créer et qui était complètement inutile. Comme j'ai déjà dit, l'expérience de l'utilisateur moyen de Twitter n'a pas été bouleversée par l'arrivée d'Elon Musk. Mais son management, sa propension démesurée à se présenter comme un sauveur et comme l'homme de la situation ne prennent plus en dehors d'une base assez solide de fidèles. Comme on finit par ne plus croire au Père Noël, on a fini par ne plus croire au technosolutionnisme proposé par ces entrepreneurs du web qui subissent une situation post-Covid particulièrement délicate. Pour moi, ça s'inscrit même dans un processus plus large que j'ai déjà mentionné ici, qui est la fin de l'utopie d'Internet, mais qui mériterait sa propre vidéo, donc dites-moi si ça vous intéresserait. En voulant passer pour le sauveur, Elon Musk est apparu pour tout le monde comme le fossoyeur de la plateforme, entraînant par la même occasion la création d'une sorte de prophétie autoréalisatrice suggérant la chute de Twitter. Et alors, je sais, ce que je vais dire va paraître complètement bateau, mais je le pense profondément. Je pense que c'est moins Elon Musk qui a détruit Twitter que finalement Twitter qui a détruit Elon Musk. Twitter survivra probablement à Elon Musk. Probablement qu'Elon Musk survivra à Twitter, mais la question c'est dans quel état et lequel des deux se sortira le mieux de cette relation quasi toxique. Je pense que c'est Twitter, ironiquement. Et donc finalement mon titre de vidéo aurait peut-être mieux été comment Twitter a détruit Elon Musk. D'ailleurs peut-être que je vais le changer. Il devient alors urgent que l'entrepreneur quitte son poste de PDG, même en restant propriétaire du site, tant qu'il n'est plus l'homme le plus visible derrière le site, afin d'atténuer les effets indésirables qu'il entraîne. Et donc finalement, pour moi, ce sont moins les actions d'Elon Musk qui ont détruit Twitter que tout l'éthos qui a pourtant fait sa force durant des années, qui finit par se retourner contre lui, créant une aura néfaste qui risque de tout emporter sur son passage. Rien n'est plus douloureux qu'un rêve brisé. Et si La La Land, simple comédie musicale romantique au premier abord, possédait un sous-texte plus profond et peut-être plus sombre sur notre capacité à rêver et l'exploitation de celle-ci par Hollywood. C'est ce que nous verrons normalement dimanche prochain 15h, alors abonnez-vous pour être sûr de ne pas la louper. C'est pas bien, 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 c'est pas bien. If you enjoyed this video, you might like this one about why I boycott TikTok. Just click on it. I'm sure you won't be disappointed. Trust me. See you next Sunday at 3 p.m.